Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons deux invités et nous serons donc qu'entre femmes. Je remercie Rick William et Pedrolina d'avoir accepté de participer à mon histoire. Le lien de leur chaîne est évidemment en description. Je tiens aussi à vous remercier vous, car vous avez très bien accueilli mon idée de tueur en série écrit par plusieurs conteurs. Et si t'as pas vu la vidéo, fonce la voir parce qu'elle est vraiment super. Voilà, je vous laisse avec mon histoire. Laissez tomber. En fait, on m'a conseillé de venir ici et de parler de mes problèmes. Mais je vois vraiment pas l'intérêt de cette thérapie de groupe. Après cette courte intervention, Nikki se lève et part en direction de la porte. La pièce ne lui plaît pas de toute manière. Elle est bien trop petite à son goût, et l'ambiance qui se veut rassurante avec peu de lumière et les stores fermés l'angoisse plus qu'autre chose. Elle n'avait pas envie d'être ici, et tout le monde l'a senti en la voyant arriver avec 10 minutes de retard. Geste brusque et aucune excuse. Mais Madame Artmy, la thérapeute, avait été prévenue et n'avait donc pas fait de réflexion. On a préparé des cookies et du café, ainsi que du chocolat chaud pour ceux qui veulent. On fait une petite pause de 5 à 10 minutes. Les fumeurs peuvent en profiter pour s'aérer un peu. Madame Artmy était douée pour faire diversion, et avait l'habitude des rebelles pas encore prêts à se livrer. Alors, pendant que certains réfléchissent sur leur intervention, ou que d'autres engloutissent les délicieux gâteaux, elle en profite pour aborder Nikki. Je sais que c'est compliqué de parler devant tout le monde, et je comprends totalement votre manière de réagir. Mais je vous demanderai quand même de retenter après la pause, ou au moins de rester pour écouter le récit des autres personnes. Vous êtes venu jusqu'ici et avez presque pris la parole. Ne reculez pas maintenant. Nikki s'est contentée de jeter un regard mélangé de reconnaissance et d'un brin de colère. Elle attendait que ça, mais ses sentiments sont partagés. Quand elle a commencé à parler, c'est comme si elle avait laissé un fil accroché à elle et qu'elle espérait que quelqu'un le saisisse pour la retenir. Cependant, si quelqu'un l'attrapait, il fallait retourner et expliquer la situation, ce qui n'était pas forcément plaisant. Fuir les problèmes était toujours plus facile, et ce, pour tout le monde. Bien, j'espère que vous avez apprécié la pause. Et d'ailleurs, on peut remercier Dimitri et Hélène pour la préparation de ce mini-buffet. Qui veut prendre la parole ? Nikki ne parlera pas ce soir-là, mais restera présente à écouter le récit de chacun et chacune avec attention et empathie. Elle rentrera même chez elle en pensant à la peine de ces pauvres gens, et en se disant qu'au final, elle n'est pas si mal que ça. Une thérapie de groupe pour les gens qui ont perdu leur bébé prématurément. Avant le drame, elle n'aurait jamais pensé que ça existait, ou même qu'elle s'y présenterait un jour. Il y avait de tout dans ce groupe. Des couples, des pères célibataires, des mères célibataires. Les couples étaient rares, car souvent, un des deux remettait la faute sur l'autre au bout d'un moment, la douleur étant trop grande. Et encore pire s'il n'y a pas de responsable, comme pour la mort subite du nourrisson par exemple. La tristesse et la détresse étaient pesantes dans la pièce. Mais la thérapeute était dotée d'un talent impressionnant. Elle arrivait à faire rire ces gens, et parfois même les faire penser à autre chose, les déculpabiliser. C'est ce dont Nikki s'est rendu compte à force d'y aller. 7 séances passées, et pas un mot autre que « bonjour » et « au revoir » n'est sorti de la bouche de la jeune femme. Des hommes ont bien tenté de l'approcher, et on ne peut que les comprendre. Une si jolie jeune femme apporte un peu de soleil dans des situations de ce genre. De taille moyenne, les cheveux bruns ondulés naturellement mais qu'on aurait dit travailler par un professionnel. Un visage doux et rassurant, avec des yeux mélangés entre le bleu et le gris qui vous ferait perdre le fil de vos pensées. De légères fossettes près des joues et un corps magnifiquement sculpté. Une sportive à l'allure féminine et masculine à la fois. Un genre intrigant et qui fait tourner la tête même des femmes hétéros, car quelque chose se dégage de cette personne. Une aura, une prestance, un truc spécial que l'on saurait décrire. Alors forcément des hommes tentaient malgré la bague de mariage accrochée à son doigt. Ils se trompaient tous, ce n'était pas une femme infidèle. Et bien qu'elle soit bisexuelle, les hommes du groupe ne l'intéressaient pas. Avant cette dure période, elle était mariée, même si elle l'est encore aux yeux de la loi car les papiers du divorce prennent du temps. Elle était l'épouse de Marie, une secrétaire médicale rencontrée aux urgences un samedi soir. Nikki accompagnait son meilleur ami se faire recoudre le doigt, et à l'accueil se trouvait Marie. Une femme banale physiquement, mais quelque chose avait intrigué Nikki. Peut-être était-ce son sourire mélancolique, ou peut-être son décolleté. En ramenant son meilleur ami chez lui, au moment de poser les papiers sur la table du salon, Nikki avait trouvé un petit bout de papier avec un numéro de téléphone inscrit dessus, ainsi que « Rappelle-moi quand tu auras des cuvées ». Quel drôle de mot. Le lendemain, elle avait appelé, et ne s'était plus jamais quittée. Elle s'était vue un soir, un petit rencard dans un bar, puis le lendemain au ciné, puis le surlendemain au bowling, etc. Bien qu'au début Nikki ne voulait que de simples nuits sans lendemain,
elle s'est vue obligée de céder à la tentation d'une vraie relation au bout de plusieurs mois. Marie était très accrochée et n'a jamais lâché l'affaire malgré les insultes ou les tromperies, même si à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment les nommer ainsi. Elles ont emménagé ensemble, se sont présentées mutuellement à leur famille et ont fini par se marier 3 ans plus tard. C'était la première fois que Nikki ressentait ça. Elle qui pensait être hétéro à 100% et être condamnée à la violence perpétuelle des hommes. Le mariage ne suffisait plus à combler tout cet amour qu'elles avaient l'une envers l'autre. Et quoi de mieux qu'un enfant pour venir renforcer encore plus cette relation? Alors, elles ont commencé à parler bébé, mais plein de questions se posaient. Au fur et à mesure qu'elles discutaient, une décision se faisait de plus en plus précise. Et ça a été que Nikki porte l'enfant. Ah, une grossesse, des coups dans le ventre, des nausées dures à vivre, mais qui en valent la peine, des accessoires à acheter, une pièce à aménager, les proches à prévenir, voir leurs yeux étonnés s'agrandir puis sourire de bonheur. Imaginez son mini-soi courir dans la maison et se poser tout un tas de questions. Tu crois qu'il aura mes cheveux? Oh non, vaut mieux pas pour lui. Ou pour elle, remarque. J'espère que ce sera un garçon. C'est moins pénible, les garçons. Mais en même temps, à l'adolescence, c'est plus dur. Et s'il a mon caractère? Oh, pitié, faites que non. Je suis impatiente et têtue. Comment lui dire d'arrêter d'être pénible si c'est mon mini-miroir? Oh, mon cerveau est envahi. Heureusement, Marie était beaucoup plus raisonnée et savait comment l'apaiser. Au bout de 9 mois longs et plutôt intenses, les questions se sont arrêtées d'un seul coup, comme par magie, en voyant sa petite frimousse. Rien que de sentir sa petite main serrer son doigt lui a fait taire les 10 000 voix dans sa tête. La chambre était neutre et prête à accueillir cet enfant à la manière d'un futur roi. Ce petit prince ne manquait de rien et était aimé de manière inconditionnelle. Seulement, voilà, un jour, une tache est venue assombrir ce beau tableau que créait cette petite famille. Un matin d'été, le petit prince avait disparu. Plus dans son berceau, et trop petit pour marcher. Il pouvait certes ramper, mais de là à aller hors de leur champ de vision, c'était impossible. Le temps a été comme arrêté pour les deux femmes. Et quand la police est intervenue pour rechercher ce petit être, elles ne savaient plus parler tellement la douleur était présente. La peur, la vraie peur les faisait presque bégayer. Mais contre toute attente, c'est Nikki qui avait calmé sa compagne. Elle la rassurait, lui parlait beaucoup et expliquait d'une manière assez froide et robotique ce qu'il s'était passé la veille pour aider au mieux les policiers. Peut-être était-ce sa manière de gérer les choses après tout. On ne sait jamais ce que l'on ferait dans des conditions pareilles. Des mois ont passé sans que rien ne se passe. Aucune trace de l'enfant. Et bien entendu, la police mit fin aux recherches. Marie, elle, n'abandonna pas. Tous les jours, elle partait avec son frère à la recherche du petit prince. Au bout de plusieurs semaines, un froid s'était installé entre les deux jeunes femmes. Les deux sont allés consulter un psychologue séparément, et leur relation prit fin dans le silence le plus étrange qui soit. Mais Marie, elle, ne lâchait toujours pas l'affaire. C'était une obsession. Il n'y avait aucune raison à ce qu'on lui enlève son enfant. Elle n'avait pas d'ennemis, était à la maison et non dans un lieu public. Elle n'arrivait pas à comprendre comment ça pouvait être possible, comment ça a pu arriver. Alors, elle se lança seule dans une enquête, aux grandes dames de son frère qui ne pouvait plus la soutenir. Le psychologue lui avait dit de faire son deuil et son frère ne voulait pas la satisfaire dans son délire. Elle avait un grand tableau dans son garage, un peu comme dans les films avec plein d'éléments différents, des potentiels suspects, des alibis, des mobiles, des photos accrochées et reliées à coups de feutre. Les moindres détails des journées précédant le drame, tout y était écrit et analysé. Pendant des mois et des mois, cette enquête a duré. Jusqu'à un jour précis. Celui où Nikki est venue rapporter une chaîne en or appartenant à la grand-mère de Marie. Une chaîne qu'elle pensait avoir perdue dans une énième dispute avant le divorce. Salut Marie, tiens ta chaîne. Je l'ai retrouvée en rangeant mes affaires, au fond des cartons. C'est fou, je pensais avoir fouillé partout pourtant. Ah, t'es encore sur l'enquête? Je sais que c'est dur, mais il faut tourner la page si tu veux avancer un jour. Nikki ne s'en est pas rendu compte, mais un rictus incontrôlable s'est dessiné sur son visage en prononçant ces mots. À force de mépriser les gens et avoir trop confiance en soi, on en fait des erreurs. Marie avait vu ce sourire et a enquêté, a creusé la libye de Nikki. Mais en fait, elle ne lui en avait jamais trouvé un, parce que tout bêtement, elle l'avait mis hors de cause et elle ne lui avait pas demandé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé durant cette nuit-là. Mais quand ses pensées se sont rassemblées, quand elle s'est concentrée pour se souvenir de tout, elle s'est souvenue que Nikki s'est levée 2 fois cette nuit-là, mais elle s'était rendormie avant son retour. Avec la souffrance, Marie a eu comme de l'amnésie, et les morceaux des jours précédents étaient oubliés dans la panique. Néanmoins, avec sa thérapeute, elle faisait un travail de reconstruction. Et quand elle a amené ces éléments lors de sa séance hebdomadaire,
d'autres souvenirs sont revenus. Marie a entendu un bruit cette nuit-là. Des bruits de pas, de bottes plus précisément. De bottes comme remplies d'eau. Une image de boue dans le couloir est revenue aussi, des bottes pleines de boue, le couloir un peu taché et un clin d'œil malsain qui lui tend un verre à boire. Tiens, ma chérie, ça t'aidera à mieux dormir. Amnésie traumatique ou drogue? Ou peut-être le mélange des deux? Marie n'eut pas le temps de finir sa séance, ni de penser à payer qu'elle partit. Elle habitait à côté d'un lac, et la police l'avait fouillée mais qu'en partie, puisqu'il pensait à un enlèvement. La jeune femme connaissait ce lac par cœur, puisqu'elle a grandi juste à côté, et dès que le soleil pointait le bout de son nez, elle venait y tremper les pieds. Au milieu de ce lac, se trouvait une espèce de petite île où les nageurs aimaient se reposer quand ils étaient fatigués de leur effort. Et évidemment, au bout de plusieurs heures de recherche sous l'eau, la tête entre les genoux, les larmes coulant le long de ses joues. Des cris étouffés sortaient à peine de sa bouche. Quand soudain, par rage, elle décida de frapper le sol de toutes ses forces. Elle creusa dans une crise d'hystérie hors norme et elle tomba sur une petite boîte. Son cœur, son pauvre cœur s'est arrêté un instant. Et il s'est serré si fort dans sa poitrine qu'elle crut faire un arrêt. Ce n'était pas une simple boîte, c'était un cercueil pour enfants. Marie l'ouvrit, même si elle savait déjà ce que cette boîte contenait. Après cette découverte, elle n'était plus elle-même. Son cerveau avait déjà grillé lors de la perte de l'enfant, mais à cette trouvaille, il n'était plus du tout opérationnel. Un plan se mit en place dans sa tête pour se venger, car à son goût, la police mettrait probablement trop de temps à rassembler les preuves qu'elle avait, ou à faire un procès. Et la justice punira-t-elle assez un monstre de cette envergure? Machinalement, elle renterra l'enfant, et rentra chez elle en préparant soigneusement son petit plan. Mais quand on s'attaque à un monstre capable de noyer un enfant, enfin même un bébé, de le mettre dans un cercueil, de l'enterrer soigneusement et de venir se coucher près de sa femme, pensez-vous vraiment que l'on puisse se venger d'un être qui pourrait être admiré par le diable? Bien sûr que non. Nikki avait déjà tout prévu, un coup d'avance comme tout bon joueur d'échecs. Elle n'était pas revenue que pour remettre à Marie son stupide collier en or. Elle en avait profité aussi pour installer des mini-micros et caméras dans son garage. Elle avait entendu par ses anciens voisins que Marie conservait un tableau entier destiné à la recherche du coupable, et ne voulait surtout pas que ça dérape. Ce qu'elle ne s'attendait pas, en revanche, c'est que c'est devenu soit le déclencheur de cette boule de neige. Nikki est donc tout simplement allée voir la police et raconter tout ce qui s'était passé, ce dont elle s'était souvenue cette nuit-là, en citant du mot à mot les souvenirs que Marie a déclarés à son psy. Elle a également précisé qu'elle habitait à côté d'un lac, que sur ce lac se trouvait une petite île où Marie aimait passer du temps petite, que peut-être par conséquent, dans un moment de folie pure, elle y aurait posé l'enfant. Et bien entendu, je vous passe les larmes de crocodile qui ont accompagné ce discours. Les gendarmes sont naturellement allés vérifier et ont trouvé la fameuse boîte. Malheureusement, si l'élève du diable était habile et avait fait attention, la pauvre Marie, la pauvre victime, avait laissé ses empreintes absolument partout, que ce soit sur l'enfant décédé ou le cercueil. Marie fut condamnée et Nikki traitée en mère héroïque et incroyable. Du soutien de ses amis, de ses voisins et même des lettres d'encouragement venues d'autres pays. Aujourd'hui, elle va à sa 8e séance de thérapie de groupe et va se confier sur son calvaire. Elle a repéré Pierre, un papa qui a perdu sa petite fille il y a quelques mois. Une nouvelle victime, une nouvelle boîte. À combien en est-elle? Bonjour, et ravi de vous avoir toutes et tous avec nous. Je pense que vous pouvez être très fiers de vous. Aujourd'hui, c'est Nikki qui m'a demandé pour prendre la parole en première. Et nous savons tous, ici, combien c'est difficile.